Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info avec nos deux invités et nos chroniqueuses bien sûr. Dans quelques instants, Philippe Lusné, vice-président de Tchod en Bois, protection des iguanes. Il a fait couler beaucoup d'encre, les gens en parlent parce qu'il s'agit bien sûr là de tradition. On en parle d'ici quelques instants. Deuxième invité, concernant la réforme du permis de conduire, les inspecteurs râlent. Stéphane Olichér nous éclaircit sur ce sujet. Stéphane Olichér, membre actif du CNPA. Nos deux chroniqueuses ce soir, notamment Vanessa qui est allée faire un petit tour à Kourou pour la fête de la pirogue, et Théanie, quant à elle, nous parle de la marque à la petite pomme. On en parle d'ici quelques instants. Allez, sans plus tarder, voici le journal, tout en images. À tout de suite. Pas d'arrivage ni de départ ce matin pour l'aéroport Félix-Éboué. En effet, depuis hier, les pilotes de ligne de la compagnie Air France se sont mis en grève. Avec moins de 50% des vols assurés lundi dans l'Hexagone, en Guyane, la situation pourrait elle aussi arriver à de tels extrêmes. Si on fait un bilan depuis lundi, hier, nous n'avons pas eu de vol annulé. Aujourd'hui, nous avons un vol sur les Antilles, le vol du matin, qui a été annulé. Dans les agences Air France, une prise en charge a été mise en place afin de pouvoir minimiser l'impact et proposer une solution aux clients. Le plus important pour nous a été la proactivité. Depuis plusieurs jours, nous informons nos clients directement, nous les contactons pour leur proposer soit la solution de remboursement, soit la solution de report. Pour demain, un vol annulé sur Paris et un vol annulé sur le réseau régional sur les Antilles le matin. Pour le vol de Paris, nous allons proposer à nos clients de reporter sur le vol de jeudi. Et pour les Antilles, c'est un peu plus compliqué, ce sera certainement vendredi. Plus de 10 millions d'euros par jour, c'est ce que coûte cette interruption des vols pour la compagnie, qui en cas de prolongation à une semaine aura vécu le plus grand conflit de pilotes de son histoire. Hier, 2 inspecteurs sur 3 en charge des examens au permis avaient cessé le travail. Aujourd'hui, sur les 6 que compte le département, un seul était à son poste. Le syndicat national Force ouvrière des inspecteurs conteste la réforme du permis qui a commencé à s'appliquer cet été. Cette réforme a pour objectif de réduire les coûts et les délais de passage pour les candidats. La surveillance de l'examen du code est confiée à des gendarmes et des policiers à la retraite en attendant que cette activité soit entièrement déléguée à un prestataire agréé par l'État à partir de juillet 2015. L'épreuve de conduite a été raccourcie de 3 minutes pour que chaque inspecteur fasse passer chaque jour un candidat supplémentaire. Des dispositions qui ne conviennent pas aux examinateurs, craignant un appauvrissement de leur mission et réclament des créations de postes. Une grève illimitée qui influe sur le travail des auto-écoles. Aujourd'hui, j'ai eu un examen, j'avais 9 personnes qui se présentaient. Les 9 n'ont pas pu passer leur examen, ils sont venus pour rien. Et il va falloir maintenant prévoir pour eux pour essayer de les faire repasser dans un temps convenable. Et sans compter que nous ne savons pas si cette grève va être reconduite, ou d'ailleurs si elle est reconduite, mais combien de temps nous n'en savons rien. Vu la conjoncture actuelle, c'est très difficile actuellement de manager une entreprise d'auto-école en Guyane. Je suis complètement pris au piège, c'est-à-dire que je ne peux pas fonctionner, travailler. Avant tout, je suis un employeur, je suis un patron, j'ai besoin d'entreprendre et pour l'instant, ce qui se passe là m'empêche vraiment de faire mon travail d'entrepreneur. En attendant, ce sont les élèves aptes au permis qui sont les premiers pénalisés, non seulement par l'attente, mais devront payer des cours supplémentaires. L'élève ne peut pas rester sans conduire. N'oublions pas que ce sont quand même des élèves qui vont être conducteurs, mais pour l'instant sont en formation, et que plus on retarde la formation, plus ils vont devoir prendre justement des cours pour pallier à ce retard et être au niveau pour l'examen, pour le jour final. Les épreuves prévues cette semaine à Cayenne, Rémière-Montjoly et Kourou sont en sursis. Les inspecteurs poursuivent leur mouvement de grève. Les 6 notaires de Guyane fermeront les portes demain en soutien au Rassemblement national. Et jusqu'au 29 septembre, aucune somme sera versée à l'État. Une réaction au projet de réforme qui vise à libéraliser 37 professions dans la leur. Voilà. Alors, le gouvernement veut réformer nos professions. On ne dit pas un non catégorique, on dit pourquoi pas avec concertation. Voilà. Ce que nous n'avons pas apprécié, c'est la façon de faire.
Selon les notaires, près de 10 000 emplois seraient détruits et le changement n'apporterait pas de réduction du coût des actes, principal justificatif du gouvernement pour implanter le projet. L'information serait mal véhiculée. Le public peut avoir l'impression que les frais de notaire sont élevés, mais ils sont en bonne partie fixés par l'État. Près de 22 milliards d'euros sont reversés par les notaires au Trésor public. Lorsque vous achetez un bien, une maison, par exemple, de 350 000 euros, et que vous payez 26 000 euros de frais de notaire, et nous n'aimons pas cette expression, parce que le client s'imagine que les 26 000 euros rentrent dans la poche du notaire. Eh bien, moi, je vous dis que sur ces 26 000 euros, il y a 20 000 euros de taxes et 6 000 euros pour le notaire. Il y a 20 000 euros de taxes. Alors, si on veut baisser les frais, qu'on commence par baisser les taxes, premièrement. Deuxièmement, M. Montebourg oublie que c'est l'État qui fixe nos tarifs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas libre. C'est l'État qui les fixe. Alors... Le changement concerne 37 professions. Les notaires, mais aussi les pharmaciens, dentistes, ambulanciers et bien d'autres. Si certains préfèrent attendre, d'autres ont décidé de réagir dès la présentation du projet. Les huissiers de justice, par exemple, depuis lundi ne délivrent aucun acte, aucune citation ou signification d'ordre pénal. Une rencontre est prévue demain entre la ministre de la Justice, Christiane Taubira, le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, et Patrick Sanimo, président de la Chambre nationale des huissiers de justice. L'Assemblée a voté la confiance à Manuel Valls, 269 voix contre 244. Un scrutin marqué par le rétrécissement de la majorité dû à une hausse de l'abstention des députés socialistes. Le Premier ministre obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, fixée ce mardi à 257 voix. C'est la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement n'a pas la confiance de la majorité absolue de tous les députés. La majorité est courte, mais elle permet au Premier ministre de garder le cap. Manuel Valls a promis une nouvelle baisse d'impôt sur le revenu pour 6 millions de ménages en 2015 contre 4 millions cette année, même si aucun montant n'a été cité. Le minimum vieillesse aura un petit coup de pouce, tandis que les petites retraites bénéficieront d'une prime exceptionnelle d'un montant encore là non précisé. Avec le président de la République, nous avons souhaité demander la confiance. C'était pour poursuivre notre route, celle du redressement de la France. Si nous ne l'avions pas fait, pendant des jours et des semaines, le questionnement sur la capacité de la majorité à poursuivre son travail aurait été au cœur des débats. Les parlementaires ont décidé que nous allions poursuivre cette route. Cette route, mesdames et messieurs les parlementaires, nous allons la poursuivre jusqu'à la fin du quinquennat, jusqu'à la fin de la législature, parce que c'est ce qu'attendent les Français, que nous nous retroussions les manches et que nous soyons à la hauteur des enjeux pour eux et pour la France. Je vous remercie de votre confiance. Je serai à la hauteur de cette confiance. Après une rentrée calamiteuse pour l'exécutif, entre gouvernements encore resserrés et résultats économiques en berne, le résultat du vote de ce mardi apparaît comme un nouveau revers politique. Ce dimanche, à la Maison des Arts Martiaux de Matoury, c'était l'inauguration de la nouvelle salle d'armes. Une salle d'armes qui portera le nom d'Ulrich Robéry, champion du monde d'escrime. Cher Ulrich, c'est un immense bonheur qui a fortement soufflé sur la région Guyane, teinté d'un odeur qui rejaillit également sur notre commune grâce à ces prestigieux titres de champion, et notamment ce titre de champion du monde que tu as obtenu. La Guyane est profondément fière de toi et la commune de Matoury l'est encore davantage. Je déclare la salle d'armes Ulrich Robéry. Je mesure l'honneur qu'on me fait quand même à donner mon nom à cette salle. Puis voilà, j'espère que des jeunes Guyanais pourront pratiquer l'escrime, apprendre tout ce que moi j'ai pu recevoir de tous ces enseignants et qui prendront autant de plaisir que je l'ai pris à pratiquer l'escrime. Dans la vie, il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut en vouloir et le travail finit toujours par payer. C'est toujours ce que j'ai pu constater, même si c'est dur par moment, mais à côté de ça, on a des joies immenses. Donc voilà, c'est un peu mon parcours, avec ses hauts et ses bas, mais au final, voilà, un grand bonheur d'avoir vécu tout ça. Nous considérons qu'il est important que toute la jeunesse de Guyane et de Matoury en particulier puisse avoir Ulrich Robéry comme modèle, comme exemple
compte tenu de son parcours, compte tenu de la persévérance qu'il a toujours affichée, compte tenu aussi de sa simplicité et de son humilité, nous considérons qu'il est tout à fait normal de le mettre en pole position pour qu'il soit une référence, qu'il soit un vrai modèle pour la jeunesse de Guyane. L'objectif que nous recherchons, c'est de faire en sorte qu'à côté de ces équipements qui se retrouvent au cœur du bourg de Matoury, que dans ces quartiers périphériques, nous parvenions également à mettre des installations sportives dont les jeunes ont également besoin. Je crois que le sport de proximité, c'est une action véritable qui va nous permettre de faire grandir autrement notre jeunesse. Et donc nous allons nous y employer en mettant l'art, en mettant la manière, mais surtout en mettant les moyens financiers qui doivent aller avec. Retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Philippe Lusné, vice-président et membre fondateur de Tchod d'Ambois. Philippe Lusné, bonsoir. Bonsoir Gilles. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de l'info. Votre combat pour la protection des lézards en fait couler beaucoup d'encre. On a tout entendu. Est-ce que vous y attendiez déjà ? Ce qu'on entend là, ici. Je suis un Guyanais, vieux Guyanais, et je sais que c'est toujours difficile d'essayer de mettre en place des choses pour protéger notre propre Guyane. Alors, vous protégez, et du coup, lorsqu'on entend ici et là les gens de la rue, on avait l'impression que c'était vous qui mettiez des réformes. Est-ce que c'est le ressenti que vous aviez de temps en temps quand même ? Oui, c'est une incompréhension, un manque de communication. Parce qu'en fait, c'était l'État qui aurait dû le faire, cette information, et c'est nous qui avons, enfin une association d'abord, et puis nous qui avons pris le relais pour expliquer quel était le but. Alors, expliquez-nous justement, comment la population a-t-elle accepté votre proposition de protéger 2 mois et chasser 2 mois ? Expliquez-nous. En fait, au départ, lors des ORGFH, ils ont constaté que l'iguane étant chassée pendant sa période de reproduction, ils voulaient l'interdire, carrément. Et nous, culturellement, on ne pouvait pas l'accepter, donc on a demandé, on s'est battu pour qu'on nous laisse au moins 1 mois et demi, la possibilité de continuer notre, comment dirais-je, gustation culinaire, culturelle. C'est la tradition, oui. C'est la tradition. Et effectivement, après, on le laissait tranquille pour qu'il puisse se reproduire tranquillement, il n'y a pas de problème. Très bien, on peut le répéter, l'iguane n'est pas un animal protégé. Non, il n'est pas protégé. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des iguanes chez eux. Il y a des régions où il y a pas mal d'iguanes. Mais dans certains endroits, surtout sur Macroya, tout ça, il y a eu une prédation très forte, surtout propre à la vente, qui a fait qu'ils ont un peu disparu. Alors, concernant la vente, comment ça se passe justement lorsqu'on voit dans certains endroits des gens afficher plus d'une vingtaine d'iguanes à vendre? Comment ça se passe? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, dites-nous. Maintenant, ils ont mis une règle avec les quotas où on a le droit de capturer 3 iguanes par personne. C'est déjà pas mal, parce que si vous êtes 5 dans le groupe, ça fait 15 iguanes. Oui, c'est pas mal, effectivement. Vu sous cet angle. Voilà. Mais bon, je pense que nous sommes des hommes raisonnables. Nous avons toujours développé une chasse, un développement durable de la chasse. Donc, ce ne sont que des gens marginaux qui le font. Et maintenant, ils ne pourront plus le faire parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour leur dire d'arrêter. Alors, Tchod d'Ambois, vous menez toujours vos combats. Alors, vos combats, c'est toujours c'est pour la protection, en général. On parle d'environnement, des animaux également. Vos combats de l'année dernière, contre les quotas, et les périodes également. Est-ce que ce sont des combats que vous gagnez au fur et à mesure? Parce qu'on vous voit sur le terrain, mais les résultats? Écoutez, on se bat, se bat avec nos armes, et c'est vrai qu'on n'est pas très aidé. Et c'est dommage, parce que on essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre propre pays, pour la population guyanaise, mais on n'est pas aidé par nos élus. Il y a très peu qui nous donnent un coup de main, et même par la population qui voit pas plus loin que son bout de nez, certaines personnes, et donc elles disent « ouais, pourquoi interdire ?» parce qu'eux, ils ne le font pas, mais ils ne voient pas que les autres font. Ouais. Alors il faut qu'on devienne plus responsable et qu'on prenne le destin de notre pays à bras-le-corps. On n'a pas l'impression comme ça, mais on grappille du terrain comme ça sur des détails. Exact. Et vous, ces détails-là, vous faites en sorte justement de les mettre en lumière pour ne pas qu'on soit perdu justement dans toutes ces affaires de tradition. Tous les chasseurs doivent être identifiés. Vous battez pour ça également. Oui, il faut mettre
mettre des règles pour identifier le chasseur. Parce que n'importe qui arrive dans le pays, il s'achète un fusil, une 22 à lunettes, n'importe quoi, et il est chasseur. Il est considéré comme un chasseur. Un gamin de 18 ans qui n'a pas reçu la formation de ses parents, parce que normalement c'est une transmission de père en fils, va à l'armurerie, il achète une 22 en rif et ça y est, il est chasseur. Donc je pense qu'on devient de plus en plus nombreux dans ce pays et on est en minorité dans notre propre territoire. Donc si on veut protéger notre nature, il faut qu'on mette, on peut l'appeler un permis, on peut l'appeler une détention d'armes, on ne sait pas, mais il faut mettre quelque chose pour identifier le chasseur. Quand on voit quelqu'un passer avec une arme, qu'on sache qu'est-ce qu'il fait avec. Soit il va au sport ou soit il va à la chasse. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis où c'est plutôt libre, ce n'est pas le cas ici, en Guyane française, il faut absolument identifier ces chasseurs. Moi, je pense que tout homme responsable doit penser qu'on doit identifier les gens qui portent des armes de manière qu'on puisse protéger notre nature et protéger notre pays. On se rappelle également que vous étiez contre l'accès de certaines pistes réservées aux agents de l'ONF, par exemple. Dites-nous alors. Jusqu'à présent, il est dur ce combat. Ah oui, parce qu'il ne veut rien attendre, ce directeur, on attend qu'il s'en aille pour qu'on puisse discuter avec le prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sites sur lesquels certains Guyanais pouvaient avoir accès à une certaine époque et disons les choses franchement, l'ONF se sont accaparés ces sites-là, on ne peut plus y aller? En fait, ce sont des sites qui ont été financés par l'État avec nos impôts. Et si c'est vrai qu'il y a toujours partout des marginaux qui vont faire des dégâts, mais la majorité ne doit pas payer pour cette minorité. Il suffit que l'ONF mette des mesures en place pour empêcher certaines agressions, s'il y en a. Moi, je n'en vois pas. Mais ne pas nous interdire de circuler sur ces pistes, alors qu'on sait que les clandestins circulent sans problème. Et même les gendarmes ne peuvent pas aller maintenant les contrôler. Vous qui avez l'expérience du terrain, l'impression que vous avez, Tchod en bois, c'est quoi? C'est qu'on interdit tout, on n'a plus accès aux choses dans notre propre pays, la tradition, on nous l'interdit également. Ce climat général-là, ça vous gêne? Oui, parce qu'on a l'impression que les gens qui prennent les décisions ne connaissent pas le pays. Ils sont là pour 2-3 ans, ceux qui sont à 8000 km, c'est encore pire, et on ne nous demande pas notre avis. Et quand on donne notre avis, on n'est pas écouté. Donc c'est notre présence seulement qui les intéresse, pour dire que les chasseurs étaient à La Réunion, mais ils ne disent pas la vérité, que nous, on n'était pas d'accord ou on voulait proposer des choses. À croire que nous ne sommes pas chez nous, quoi. Nous ne sommes pas des Français sur un territoire français, nous sommes des étrangers, et c'est dommage, quoi. Vous le dites avec un calme, pourtant c'est très grave. Oui, c'est grave, mais que voulez-vous, ouais. D'accord, très bien. Une garde à vue pour une femme qui avait un baboun chez elle. Donnez-nous, on va finir avec cette histoire-là, une histoire invraisemblable. Garde à vue parce qu'elle avait un baboun à la maison, on n'a pas le droit? Alors, moi j'ai été élevé avec ça, avec un petit singe, un petit perroquet, un agouti, ça faisait partie de notre culture. Et il y a une arrêté qui est sortie, je ne sais pas d'où il est sorti, cet arrêté, qui nous interdit d'avoir un animal de compagnie. Et cette dame avait un petit baboun qui était un peu handicapé, mais elle s'en accommodait, l'animal pouvait circuler, manger et tout. Et un jour, elle a vu les gardes de l'ONCFS arriver, Manu Miniptari, ils ont attrapé le singe avec des gants et tout, ils l'ont mis dans une cage, ils ont emmené la dame à la gendarmerie qui est restée en garde à vue pendant plus de 8 heures. Après, elle est passée au tribunal, heureusement on a pu la défendre, on a un avocat qui est au top qui a pu nous aider. Mais le pire dedans, c'est qu'ils ont fait euthanasier le singe, sous prétexte qu'il n'était pas viable. Alors ça, c'est grave quand même. Mesdames, Messieurs, nous sommes en danger. Chez nous, on ne peut plus rien faire. C'est terrible. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous inviter aussi, Philippe Lusné, pour nous parler de toutes ces choses qui paraissent comme ça, des détails, mais les choses sont vraiment très, très importantes parce qu'à force de laisser faire, on ne pourra plus rien faire. Hein. On est d'accord? On ne pourra plus rien faire et il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. On compte sur vous, sur Danbois? Pas que sur moi, hein, parce que sur la population. Sur la population. Et surtout sur la population. Il faut qu'ils viennent dans nos associations pour nous aider à trouver les bonnes idées et faire les choses comme il faut. Philippe Lusné, vice-président de Tchod en bois, vice-président et membre fondateur de cette belle association Toujours au combat pour protéger notre environnement et pas seulement. Philippe Lusné, je vous présente nos 2 chroniqueuses ici présentes, Vanessa et Théanie. Voilà, nouvelle à la télévision. Ça va, ça vous convient ou pas? Vous nous dites. Oui, magnifique, elle représente bien la Guyane. Hein. Bon, très bien, exactement. Merci Philippe Lusné et à très bientôt pour, on est persuadé, un prochain combat.
Vanessa Teani, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Gilles. Je vous sens en pleine forme là. Ça va très bien. C'est la deuxième, avec notamment Vanessa, vous êtes allée du côté de Kourou pour la fête de la pirogue. Voilà, la fête de la pirogue s'est déroulée samedi et je suis notamment allée à la rencontre d'une équipe féminine, les Piratignas, lors de leur entraînement sur le lac Bois-Diable. Et je peux vous dire que j'ai ramé, et ça dans tous les sens du terme. Vous avez encore mal au bras? Oui, j'ai encore mal au bras. D'accord, très bien. Ben, on vous voit l'image, racontez-nous un petit peu. Alors, donc elles s'appellent Sandrine, Maud, Rachel ou encore Aurélie. Elles sont banquières, dentistes, même femmes au foyer. Et leur passion, c'est la pirogue. Donc elles se retrouvent pour s'entraîner sur le lac Bois-Diable, comme on voit sur les images. Je leur fais un petit coucou d'ailleurs, donc elles doivent être en train de nous regarder. Donc elles sont 12 filles dans l'équipe. Et ce n'est pas seulement une équipe de compétition en fait. Elles sont amies dans la vie. Donc après la compétition, après les entraînements, elles se retrouvent en dehors. Et donc j'ai eu la chance de ramer avec elles. C'était pas évident, c'est très difficile, c'est très technique. Il y a une manière de tenir la pagaie, de se projeter en avant pour ramer. Elles ont chacune une place attitrée pour ne pas faire tanguer la pirogue. Donc c'est vraiment difficile et je peux vous dire quelque chose, pendant que je ramais, elles étaient en train de chanter Le Roi Lion derrière moi. D'accord. Donc elles étaient peinardes et moi j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, donc elles rament et c'est pas évident. Elles aiment ce sport parce que c'est un sport traditionnel et qui permet aussi de dépasser ses limites et c'est le cas de le dire. Donc elles ont pour objectif surtout d'être régulières sur l'année, de ne pas s'entraîner seulement pour la grande compétition qui aura lieu début octobre, donc les mètres de la pagaie. Et elles veulent vraiment participer à toutes les compétitions et faire progresser l'équipe ensemble. Donc le lendemain, elles ont été à la fête de la pirogue, donc on le voit sur les images. C'était une ambiance bon enfant. Il y avait plusieurs équipes, mixtes ou pas, donc femmes, hommes. Et il y avait un village animation pour le public. Quelques activités sportives, donc du canoë-kayak notamment. Elles se sont affrontées sur 4 épreuves, donc tout au long de la journée. Et il y avait aussi des jeux pour les petits, pour les grands, de l'artisanat et notamment une démonstration de flyboard. Donc je peux vous dire qu'à l'issue de la compétition, elles ont terminé 3e dans la catégorie féminine. Et je rajouterais que ce n'est pas un sport uniquement d'hommes. Donc les femmes peuvent pratiquer. Ça a l'air simple quand on le voit comme ça. Théanie m'a même demandé si elles étaient costauds, mais en fait, il y a toutes les morphologies. Donc, c'est juste une question de motivation, de volonté. Et il faut y aller. Hein. J'ai essayé, il faut y aller. Bon, c'est dur au début, mais voilà, c'est de l'entraînement. Et si vous voulez vous y mettre, il y a un Facebook, Passion Pirogue Guyane. Et il y a aussi le Facebook des filles, donc Piratignas, que vous pouvez suivre tout au long de l'année, tout au long des compétitions. Bravo. Et vous avez encore mal au bras? Oui. Ouais. J'en ai pas fait longtemps. J'ai fait juste un petit tour, mais j'ai encore mal au bras. Donc c'était vendredi et je ressens encore les courbatures. J'ai l'adresse d'un bon masseur, si ça vous intéresse. Ce serait pas mal, oui. Vous êtes masseur, Philippe Lucet? Pour la circonstance, oui. Bon, d'accord, très bien. Merci Vanessa pour cette jolie fête de la pirogue. Et bien sûr, on attend maintenant les maîtres de la pagaie début octobre. Il va s'en passer des choses en octobre, notamment, puisqu'on en a parlé hier, sur l'élection de Miss Cayenne. Théanie, effectivement, on en parle, toute la presse en parle, mais vous en saurez un petit peu plus sur notamment le nouveau téléphone, et pas seulement sur les montres, savoir quand est-ce que ça va arriver en Guyane. Ça bouge du côté d'Apple. Eh bien oui Gilles, donc il y a tout juste une semaine a eu lieu la keynote d'Apple. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la keynote Gilles? Est-ce que vous savez? Bien sûr que je sais. Dites-le aux téléspectateurs. Eh bien, beaucoup d'entre nous, par contre, pensent qu'il s'agit d'une traduction anglaise d'un terme, mais on se trompe tous. Il s'agit en fait d'un concept très spécial, comme vous pouvez le voir sur les images, où nous avons un speaker donc, qui présente un ou plusieurs produits, comme c'était le cas, à l'aide de supports numériques. Donc ici, vous pouvez voir l'image d'un iPhone 6 qui a été présenté donc, il y a une semaine lors de la keynote. Ce qu'on peut surtout retenir par rapport aux anciens modèles, c'est qu'il y a déjà deux variantes, si vous voulez. Vous avez l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Donc, on retiendra déjà une différence de la taille de l'écran allant de 4,7
pour le premier, à 5,5 pouces pour le second. Ensuite, nous retiendrons aussi une augmentation de l'autonomie de la batterie. Et puis bien sûr, pour l'iPhone 6 Plus, une toute nouvelle nouveauté, comme on pourrait le dire, puisque vous pouvez dédoubler l'écran afin de faire plusieurs choses en même temps. Donc, on peut aussi apercevoir l'iSwatch. C'est le nouvel accessoire phare d'Apple qui va, malheureusement, devoir s'accommoder à un de leurs téléphones à partir du 5. Donc, vous avez soit le 5, le 5S, le 6 ou le 6 Plus. Notez une grande différence au niveau de l'esthétique de la montre, puisque vous pouvez changer la taille de l'écran, aussi donc, le système du bracelet. Vous pouvez personnaliser afin de ne pas avoir la même montre que votre voisin. Donc alors, pour parler un petit peu plus d'Apple, ils en sont aujourd'hui à quand même 17 millions de téléphones vendus, ce qui est vraiment énorme, sur un marché qui a débuté en France en novembre 2007. Donc vous voyez un peu l'ampleur que la marque a prise. Et puis donc, l'iPhone 6, qui est tant attendu en France, sortira ce vendredi avec malheureusement entre 2 et 4 semaines d'attente. Pour nous, donc... En Guyane, oui. En Guyane, voilà. Il faudra par contre attendre le 1er décembre. Normalement, ça devrait arriver. Donc, il va falloir être patient. Ok, ça arrive juste avant les fêtes. Voilà, ils ont, je pense, calculé comme il faut. Très bien, voilà pour bientôt tous ces appareils, cette nouvelle technologie, ici, bientôt en Guyane. Merci Théanie. Je vous en prie. Allez, je vous présente Stéphane Olichère. Stéphane Olichère, je rappelle, membre actif du CNPA. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous de l'info. Réforme du permis de conduire, 5 inspecteurs sur 6 en grève. Expliquez-nous pourquoi les inspecteurs ne sont pas contents. Elle a l'air censée, cette réforme, bon Dieu. Elle est censée ou pas? Le principe de la réforme, c'est de diminuer les délais d'examen et de délivrer plus de places d'examen pour permettre aux gens de passer le permis plus facilement. Ça a l'air censé comme ça, non? C'est très logique, en fait. Et il y a 2 points de friction, en fait, aujourd'hui, qui fait que les inspecteurs sont en grève. Ont déjà été en grève au mois de juin, tout à fait. Même le rappeler. Et pour les mêmes éléments, aujourd'hui, au mois de septembre, à nouveau une grève. Le principe est deux, puisque c'est passé au mois de juillet, pour diminuer les délais et passer plus de monde, de diminuer l'épreuve d'examen conduite, qui passe de 35 à 32 minutes. 32, exact. Oui. Ce qui permet de gagner un candidat par journée d'examen. Donc on passe de 12 à 13 candidats pour une même amplitude de travail. On a diminué l'épreuve, donc on reste sur 7 heures de travail journalier, mais on passe un candidat de plus. Donc ça paraît sensé et ça paraît très bien. Certains vont jusqu'à dire qu'ils ont été trahis par le gouvernement. Pourquoi ce discours-là? Alors je ne peux pas rentrer je ne peux pas me mettre à la place d'un inspecteur des permis de conduire. Ils ont leur combat à défendre, leur position, leurs acquis. Voilà. Aujourd'hui, moi je viens en tant qu'exploitant d'auto-école. Cette grève à nouveau en Guyane, après un été où on a eu un effectif de 2 inspecteurs sur 6, donc une file d'attente de plus en plus longue de nos candidats pour passer le permis. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos élèves sont lésés. Les premiers d'ailleurs, dans cette grève, les premiers lésés sont les candidats qui attendent bientôt 3 mois maintenant pour passer un permis de conduire et qui, comme on le disait dans votre journal juste avant, se voient obligés de reprendre des cours de conduite très souvent pour se rassurer, pour reprendre en main le véhicule. Parce qu'il ne faut pas lâcher, lorsqu'on apprend à conduire, il faut que ça soit régulier en gros. C'est ça, puis il y a une notion de stress par rapport à l'examen, donc il faut être meilleur que ce qu'on demande pour justement affronter ce stress. Donc le fait d'attendre, de se former, de ne pas voir aboutir cette formation par cet examen tant attendu, suite à un mouvement de grève comme celui-là, c'est l'élève qui est directement lésé. Je pense qu'il aurait fallu, pour en rigoler un peu, il aurait fallu penser à une grève de la faim par exemple, des inspecteurs, mais assurer les permis de conduire. Et vous, qu'est-ce que ça vous coûte à vous? Ben nous, dans la gestion de nos entreprises, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout exploitants d'une entreprise avec des salariés, donc les plannings sont complètement bouleversés, puisqu'on annule des candidats qui étaient prêts mais qui ne peuvent pas finaliser une formation, donc il faut prévenir les élèves. On est sur le front puisqu'on reçoit les plaintes des candidats, des parents qui ne comprennent pas forcément pourquoi on annule l'élève. Donc en fait, on fait face à tous ces petits problèmes-là, on n'a rien demandé, mais on se prend tout. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de grève, on croit savoir que demain ça continue, on n'a aucune information de la DEAL
Ce qui est vraiment... enfin, je veux dire, c'est... Écoutez, un peu d'anarchie. C'est l'anarchie. On parle des élèves lésés, mais est-ce qu'ils se rendent compte du ras-le-bol des élèves? Dans mon cas, j'ai une sœur qui doit passer son permis depuis plus de 2 mois. Et j'avoue que c'est pas évident. C'est pas évident, en plus le permis coûte cher. Vous ne pouvez pas jouer sur... Nous, on fait le maximum, comme ce soir par exemple, où on vient, on parle, on communique un maximum dans nos entreprises déjà à nos élèves, et on vient ici grâce à la presse, que je remercie d'ailleurs, ATG, pour ce journal ce soir, peut me permettre d'en parler. Il faudrait que nos élèves soient aussi peut-être un peu plus procéduriers. Nous, on demande souvent à nos élèves des courriers. Et avec avec un certain nombre de courriers, on peut lancer une procédure, peut-être aussi pour faire comprendre à la DEAL que ce n'est pas nous, exploitants d'auto-école, qui sommes les premiers lésés, mais d'abord nos candidats. Donc on demande très souvent aux parents, quand ils viennent rouspéter un petit peu à l'accueil, de nous faire ça par écrit, et que nous, on se fera une joie de faire remonter derrière au niveau de l'administration. Théanie ? Oui, donc vous, en tant qu'exploitant d'auto-école et peut-être même aussi de moniteur, comment est-ce que vous arrivez à rassurer les candidats en fait, sur ce délai d'attente qui paraît interminable? Alors, en règle générale, le délai est bon. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de grève, déjà, moi, je ne serai pas là ce soir, d'accord? Et tout se passerait bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir un effectif d'inspecteurs. On a 6 inspecteurs en Guyane, et en réalité, on en a 4 qui sont attribués aux épreuves du permis de conduire. Il ne faut pas oublier qu'il y a pour 6 inspecteurs 3 centres d'examen. On parle de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, mais ça se passe relativement bien. Là, en ce moment, on accumule du retard par rapport à la grève du mois de juin, par rapport à un manque d'effectifs de l'été, où il y a eu des inspecteurs en vacances, ce qui est tout à fait normal, mais il aurait peut-être fallu prévoir un renfort, comme on le fait souvent l'été. Et puis il y a cette grève du mois de septembre qui va encore aggraver la situation. Donc on dit aux élèves de ne pas s'inquiéter, on suspend parfois les formations, pour certains on les continue parce qu'on va enlever un candidat moins près pour en mettre un plus près. Il faut savoir aussi que l'auto-école a des places d'examen par rapport à son taux de réussite. Donc nous on a tout à gagner à ce que les gens aient leur permis le plus rapidement possible et le plus tôt possible et du premier coup, puisque c'est ce qui génère derrière, ça ouvre derrière des droits d'examen, parce que la DEAL nous distribue des places, on ne décide pas du nombre de places qu'on aura. Donc on est complètement dépendant de l'administration, et aujourd'hui on demande simplement à pouvoir travailler et assumer notre mission, c'est-à-dire former nos élèves pour qu'ils aient leur permis très rapidement. Alors vous parliez de taux de réussite, il est de 40% en Guyane, c'est bien ou pas? C'est pas suffisant, c'est jamais suffisant. On est un pays en Amérique du Sud. On a un taux de réussite qui est comparable à Marseille, une ville comme Marseille, comme Paris, une Île-de-France. Donc on n'est pas mal positionné. Le taux de réussite, 40%, on ne peut pas envoyer un taux de réussite comme ça. Un taux de réussite dépend aussi d'un inspecteur. Un inspecteur, sur 6 inspecteurs, on n'aura pas le même taux de réussite. Ça dépend de la population. Ça dépend de la population. Enfin là, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. 40%, on ne peut pas se satisfaire de 40%. Mais on fait le maximum, nos élèves aussi donnent le maximum, le taux de réussite est bon. Enfin, revenons sur un problème justement d'auto-école qui a eu lieu il y a quelques mois, c'est la fermeture de certaines auto-écoles, 5 je crois, auto-écoles pour être précis. Pourquoi eux et pas les autres? Bon là c'est lié à l'exploitant lui-même. Bon, comme dans toutes les professions, parfois certains exploitants ne font pas ce qu'il faut et heureusement que là l'administration fait son travail et ferme l'établissement. C'est ce qui s'est passé pour ces 5 établissements. Il y a encore des contrôles en ce moment. Ça a été fait à la demande des exploitants d'auto-école, il faut le savoir. Il y a 2 syndicats sur la place. On se bat justement pour garder cette image d'établissement, enfin de profession qui travaillent dans le respect de la règle. Il y a beaucoup d'auto-écoles qui font bien leur boulot, il y en a qui le font mal, et heureusement, là, l'administration fait son travail. Je vous pose une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y a trop d'auto-écoles en Guyane ou pas? Non, on ne peut pas dire qu'il y a trop d'auto-écoles. C'est un marché qui est ouvert, les gens travaillent, c'est une concurrence normale. Au contraire, ça crée une émulsion. Non, il n'y a pas trop d'auto-écoles. Nous voyons de la pub annonçant des prix très bas. Allez, franchement, disons les choses, ça a l'air douteux. C'est bien que vous pensiez ça, mais moi aussi, ça me paraît douteux. Enfin, je veux dire, ce sont des effets d'annonce. Les gens mettent des grandes banderoles avec des prix très bas. Il faut se méfier. Je vous remercie de me poser cette question d'ailleurs, pour mettre en garde un petit peu les gens, de se méfier des prix très bas où il va manquer peut-être une prestation, genre un examen code, un examen conduite à 120 €.
Là, c'est pareil, il faudrait que l'administration peut-être se penche un peu sur ces types de banderoles qu'on voit fleurir au bord des routes et dire aux candidats de se méfier de ces prix attractifs et de ne pas se voir à payer 3 fois le forfait affiché sur la banderole au final, quoi. Donc oui, il fait une mise en garde quand même sur ce genre de pratique. Très bien, nous allons suivre cette grève de très près parce que si la grève perdure, c'est dur pour les élèves, c'est dur pour vous, c'est dur pour tout le monde en fait. Hein. Oui, ben aujourd'hui on avait un examen poids lourd par exemple, il y a 11 candidats qui ont été lésés et parmi ces candidats-là, un candidat qui a posé 3 semaines de congé grâce à son employeur va se retrouver à ne pas pouvoir passer le permis et au final aura pris ses congés annuels pour rien. Nous allons suivre bien sûr tout cela de près avec la rédaction d'ATG. Stéphane Olichér, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Vous le savez, hein, dorénavant, Dom Laquezotte, c'est tous les soirs à partir de 20 h en prime, donc sur ATG. Ce soir, le Rhum Saint-Maurice, extrait. Bah écoute, c'est une usine qui a été montée en 81 avec feu mon cousin Jean-Pierre Prévost et un autre associé. Au bout de 3 ans d'activité, ils se sont retrouvés en difficulté parce que leur business plan n'a pas pu être respecté. Et moi, 3 ans après l'arrêt de cette activité, je me suis présenté comme repreneur d'une partie du patrimoine. En Guyane, on a eu 2 sucreries, hein, celle qu'on voit encore sur la route de la Mirande qui est arrêtée depuis 1964. Et puis celle du Rorota qui était la société familiale qui a fonctionné durant la guerre. Nous, ce qui fait effectivement c'est d'une qualité de notre production, c'est qu'on a encore une coupe manuelle. La totalité des cannes sont coupées manuellement. Là aussi, je ne serai pas toujours présent et je veux que la distillerie des Rhums Saint-Maurice, la dernière distillerie de Guyane, reste dans le patrimoine guyanais. Je vois des chiffres apparaître, à part mon peser ça 320 kg parce que ça me rappelle sport. Non, effectivement, c'est une bascule qui sert à peser les remorques de canne. On est sur le quai d'alimentation en canne. Je peux goûter, je peux plancher la main là, ouais. Encore, tu vois, tout le sucre est encore dedans, tu vois. Tout le sucre est encore dedans là. Là, c'est pas encore pressé là. Hein. Et ça, on n'avait pas sur l'ancien matériel auparavant. Faut pas qu'on me contrôle là, sinon j'aurai 2 grammes dans le sang parce qu'on sent la vapeur d'alcool déjà. C'est pour ça que les protections sont assez hautes pour s'il y a un malaise, qu'on ne peut pas tomber dedans. Voilà le Dom Laquezotte de ce soir en prime sur ATG avec Dominique Nugent et les Rhums Saint-Maurice. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. À demain les filles. À demain Gilles. D'accord, merci à Philippe Lusné et Stéphane Olichér. C'était nos invités ce soir du Rendez-vous de l'Info. Voilà, sans plus tarder, voici le journal de BFM.